voudrais saluer et remercier l'Union des mosquées de France au niveau national, mais au niveau également de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, son président et le président du Conseil régional du culte musulman également, M. Khalid Belkadir, avec qui j'ai grand plaisir à travailler depuis maintenant 9 mois. 9 mois que je suis arrivé dans le Vaucluse. Monsieur le Président de Saïdi, Monsieur le Président de cette mosquée, je me devais aussi de venir vous voir parce que votre voisin a un lien avec cette mosquée. Qu'il m'avait à plusieurs reprises dit de venir le voir il y a maintenant de longues années. Et le défaut que j'avais durant ces longues années-là, quand j'étais chef du bureau des cultes, c'est que je ne quittais guère mon bureau de Paris. Ou plutôt, je me promenais en Vélib, parce qu'à l'époque, j'étais un petit chef de bureau, alors il n'y avait pas de grandes voitures, de chauffeurs, etc., etc. Et donc, j'allais du bureau du ministère de l'Intérieur au siège du CFCM dans le 15e arrondissement, d'un coup de métro et de bicyclette, puis à la Grande Mosquée de Paris, puis chez les amis de la Fayaka que je salue, puis voilà, bref, je faisais le tour des uns, des autres et des troisièmes aussi pour vous aider à structurer les choses et faire en sorte que le culte musulman ait une représentation qui soit digne de lui-même. Je voudrais, avant de commencer à vous dire des choses, en effet, moi aussi, rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nouvelle-Zélande d'il y a quelques jours. Ce qui s'est passé à cette occasion-là est la démonstration funeste que la barbarie ou l'inhumanité est d'une part, malgré tout, de l'humanité. Et que je laisserai aux théologiens des propos de théologiens, mais celui qui vous parle avant d'être préfet est d'abord un être humain, comme vous. Il y a de la violence dans chacune et chacun d'entre nous. Il y a une part en chacune et chacun d'entre nous qui peut s'expliquer ou pas, qui peut avoir des racines sociales, des racines économiques, des racines mentales, des racines émotionnelles. Et il nous faut en permanence faire le combat sur soi-même pour pas que la part de violence que nous avons chacun d'entre nous, en nous, ne prédomine. Je ne vais pas développer plus parce que si je développais plus, car dans la langue du Coran, il y a un mot pour cela, ce mot pour cela a été aujourd'hui détourné à des fins journalistiques, exclusivement, mais aussi à des fins politiques par celles et ceux, et notamment ceux, qui veulent utiliser à des fins de violence des textes sacrés. Et cela se retrouve dans toutes les religions, se retrouve dans toutes les cultures. Et je voudrais rendre hommage au texte que Mohamed Moussaoui a publié récemment, je l'ai lu cette semaine sur les réseaux sociaux, parce qu'il est empli de cette sagesse et de ce discernement et de ce juste milieu qui est au cœur de l'islam que vous portez à l'Union des mosquées de France. Je voudrais aussi vous dire que, effectivement, l'esprit de concorde est toujours mieux que l'esprit de discorde. Même si l'esprit de concorde est toujours plus difficile à cultiver que l'esprit de discorde. Parce qu'il emporte, pour les raisons que je disais, la nécessité permanente de faire du travail sur soi-même, sur le groupe social auquel nous appartenons, et d'accepter que l'autre peut être un autre qui n'est pas le même que nous-mêmes. L'autre peut être différent. Il peut être différent de religion, il peut être différent de couleur de peau, il peut être différent parce qu'il peut avoir un handicap que nous n'avons pas nous-mêmes, il peut surtout être différent parce qu'il ne pense pas la même chose que nous-mêmes. Ionesco disait « Oser ne pas penser comme les autres » et accepter que l'autre ne pense pas comme soi-même. C'est un sujet
éternel. C'est un sujet d'une difficulté sans nom, parce que il est toujours plus facile, et voyez-vous, la personne qui vous parle aujourd'hui est une personne qui depuis le début novembre n'a pas eu un week-end complet. Un week-end complet parce que la France est actuellement soumise à des mouvements sociaux, à un mouvement social qui est ancré maintenant. Et il y a une forme de ritualisation d'actes, et parmi les gilets jaunes, il y a des personnes de toute confession. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des non-croyants. Voilà. Le mouvement social ne s'est pas créé là-dessus, fort heureusement. Il s'est créé sur une revendication sociale à un moment donné de pouvoir d'achat que le gouvernement doit évidemment entendre. Mais il est en train de prospérer sur un climat de discorde et un climat de division. Et ça, ce sont des choses dangereuses, parce que à un moment donné, cela déchire le corps social et cela emporte des réflexes qui méritent d'être interrogés. Mais si vous m'avez demandé, qu'en tout cas, si j'ai été invité ce matin, c'est d'abord pour vous parler du thème de votre conférence d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui de la laïcité et de la possibilité de vivre sa foi de manière libre dans notre République. C'est un régime juridique qui est en cause, je vais y revenir, je vais développer un petit peu sans trop empiéter sur l'exposé que le président national de l'UMF fera dans un instant, mais c'est d'abord une affaire de citoyens eux-mêmes. Je veux à mon tour saluer la présence de la responsable de l'association DIR, parce que sans le dialogue, j'allais dire, interreligieux au niveau des citoyens, il ne se passera rien. Et d'ailleurs, j'observe que parfois, le dialogue citoyen est plus fructueux et plus fécond que le dialogue entre les institutions elles-mêmes. Comme si les institutions étaient corsetées dans une forme de gang ou de bog, vous savez, comme dans ces fruits, comme dans la noix ou la châtaigne, ces fruits à coque, où le fruit est à l'intérieur de la coque, mais où il faut casser la coque pour atteindre le fruit. Et les institutions sont parfois prisonnières de leur propre histoire et de leur propre cinétique, pour arriver à se dire, est-ce que l'on peut ou pas se parler? Il y a par exemple aujourd'hui dans le monde chrétien, et en particulier le monde orthodoxe, plus de difficultés à se parler entre des orthodoxes relevant du patriarcat de Moscou et ceux relevant du patriarcat de Constantinople qu'entre des musulmans et les chrétiens. Mais il me laisse à croire, si je lis toujours quelques livres sur le sujet, que parfois le dialogue entre musulmans eux-mêmes n'est parfois entre différentes traditions musulmanes n'est pas toujours facile. Ce qui montre bien que parfois on a plus de difficultés avec l'ami proche ou celui dont on est censé être plus proche que celui qui est censé être lointain. Mais cela m'éloigne, mais comme c'est toujours un bonheur de vous retrouver, je ne peux pas m'empêcher, et que en plus messieurs Belkadir et Moussaoui m'ont offert le plaisir d'avoir un micro, j'en profite. C'est pas tous les jours que l'on peut parler devant autant de personnes aussi, de responsables du culte rassemblés aujourd'hui comme vous. Je voudrais, avant de parler un peu du fond des affaires, du sujet, je veux dire, saluer les amis de l'UMF de Corrèze, parce que j'ai passé aussi presque 3 ans à leur côté. Si je ne l'avais pas fait, ils m'en auraient voulu. Ils se sont mis volontairement au premier rang, et donc il fallait bien quand même que je puisse honorer leur présence, même si un jour venu il faudra que je revienne, ne serait-ce que pour que nous fassions le repas par chez vous à Obja, que j'avais là aussi jamais réussi à faire. Mais il faut toujours se garder des objectifs dans la vie, parce que sinon
Après, on peut oublier pourquoi il faudrait donc que je revienne. Alors, le président Moussaoui a rappelé des choses que nous avions faites à l'époque et qui ont été poursuivies depuis, qui consistaient notamment à objectiver les conditions juridiques du régime des cultes en France. Et vous avez vu que ce sujet, c'est un peu comme certains mythes, ils reviennent. Ils reviennent depuis toujours. Ils reviennent depuis toujours parce que la France entretient avec le fait religieux depuis de très longues années un rapport complexe. La France était un pays où il y avait une religion d'État. En tout cas, il n'y avait qu'une seule religion, une religion d'État, avant la Révolution française, ça c'est sûr. Ensuite, en 1791, la République accorde les droits aux Juifs et aux protestants. Les mêmes droits qu'aux catholiques, pour faire ça. Ensuite, on a un système, je passe très très vite, mais qui relève du concordat. C'est-à-dire d'un accord entre l'empereur Napoléon Ier et le pape. L'empereur Napoléon Ier était la marque d'une forme de normalisation du processus de Révolution française. Et l'empereur Napoléon Ier, voulant se faire sacrer empereur, avait besoin de se rabibocher avec le pape. Politiquement. Pardon de dire comme ça, mais il y a un peu de ça. Et donc, les révolutionnaires avaient eu un rapport très compliqué avec la religion catholique. Et donc, il y a ce concordat. Ce concordat permet de rétablir le culte catholique de plein droit. L'Empire devient, le catholicisme devient religion de l'Empire, mais les protestants et les Israélites sont également un régime concordataire. Ce régime concordataire subit quelques aménagements, mais tient globalement jusqu'en 1905, où la Troisième République fait voter des lois laïques, c'est-à-dire des lois assurant la neutralité en particulier de l'école dans les années 1881, 4, 6 et suivantes. Parce qu'à l'époque, l'école en France est majoritairement tenue par les congrégations religieuses. Les hôpitaux sont majoritairement tenus par les congrégations religieuses. Vous savez que dans la plupart de nos villes, même si de plus en plus ces locaux-là, maintenant, pour des raisons de construction des nouveaux hôpitaux, ont été vidés et parfois transformés en universités, etc. C'est le cas à Avignon. L'hôpital Sainte-Marthe était un hôpital religieux. C'est devenu le siège de l'université d'Avignon. Mais c'est ce qu'on appelait les hôtels-dieux. Et du coup, en 1905, mais même reprenant d'ailleurs l'héritage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puisque tout commence là, dans son article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose, article 10, que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, dès lors que leur manifestation à ces opinions ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Alors, faisons un peu d'exégèse de ce texte. Toute opinion, ça c'est le principe de la liberté et de conscience et la liberté d'expression. C'est comme ça que les journalistes fondent leur capacité à dire parfois des choses inexactes, y compris sur le culte musulman, et qu'on a parfois beaucoup de mal à les empêcher de le faire, y compris devant les tribunaux judiciaires. Et parfois, certaines affaires qui ont concerné le culte musulman, y font référence.
même religieuse, toute opinion, même religieuse. Alors, il y a là une forme de... Cet adverbe même montre bien que dans l'esprit des rédacteurs du texte, il fallait quand même se forcer un peu, quoi. Forme de tolérance. Voilà, c'est une forme de tolérance. Même des religieux peuvent avoir un avis, ok. Mais quelque part, ce qui était négatif au début devient positif, puisque ça protège. Et donc, ne doit être inquiété, ça veut dire qu'il y a une égalité dès 1789, qui se retrouve encore plus en 1905 avec la loi de séparation des églises et de l'État, puisque ce que n'est pas cette loi de 1905, c'est une loi qui empêche les religions, qui les interdit, qui a interdit leur modalité d'expression, ni même qui cantonne, contrairement à une vision très contemporaine, la religion dans l'espace privé, car le texte ne dit pas ça, le texte parle même d'exercice public du culte, mais qui organise les choses pour que ce caractère public soit fait sans le support direct de l'État. Article 2, alinéa 1er de la loi, la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Donc ça veut dire que c'est clair, mais quand on regarde la conjugaison avec l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, cela veut dire que toute religion est librement admise en France, qu'il n'y a pas de registre de culte, il n'y a pas d'accord préalable pour exercer le culte bouddhiste, shintoïste, taoïste, ou je ne sais pas quoi. Il y a un principe de liberté. Mais ce principe de liberté vient être dit en disant, article 10 toujours de la Déclaration des droits de l'homme, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi, ça veut dire que la loi peut venir encadrer et donc restreindre, non pas alors la liberté par elle-même, mais parce que la liberté de conscience est un absolu, c'est sa liberté d'expression qui est encadrée, parce que j'ai le droit de penser ce que je pense, mais je n'ai pas le droit de le faire dès lors que cela viendrait contrevenir à un autre principe qui est dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que l'on connaît tous sous un angle très d'un proverbe populaire, qui est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, en clair. Et qu'il faut en permanence concilier. Par exemple, il faut concilier quand, à Avignon, je comprends qu'il y a un voisin qui est pas content d'avoir une mosquée près de chez lui. Bon, ben on va regarder. Parce qu'il va falloir concilier. Peut-être chez le voisin, mais peut-être essayer de trouver un terrain qui, en lien avec les collectivités locales, permette aux musulmans d'exercer librement leur culte sans perturber le voisin qui estime que c'est une zone résidentielle qui n'a pas à être transformée. Dans le même temps, entre nous soit dit, on touche là parfois une difficulté, c'est que, regardez, c'est aussi là ici une zone résidentielle. Et cette mosquée existe depuis très longtemps, elle est intégrée dans son environnement. Et que les musulmans peuvent aussi avoir le besoin et le droit d'avoir des édifices du culte qui soient à proximité des endroits où ils vivent. Et pas simplement dans une zone artisanale ou à la finalité industrielle nécessitant de prendre sa voiture pour aller exercer son culte. Donc, il y a là quelque chose à travailler, évidemment. Et vous allez voir que j'arrive progressivement aux conditions de réalité de tout ça. Parce que le principe, c'est donc le principe de liberté. Et le principe de conciliation avec les autres libertés. Il en va de même avec un autre impératif qui est celui de la neutralité. À partir de 1905, la France ne reconnaît plus aucun culte.
ça ne veut pas dire qu'elle ne les connaît pas, entre guillemets, quoi, qu'elle ne s'intéresse pas à eux. Quand on dit reconnaître dans un texte juridique, ça veut dire qu'il y a un registre. Par exemple, dans plusieurs pays musulmans, l'islam est religion d'État. Et je crois comprendre qu'un certain nombre d'entre vous ont soit, si j'ai bien retenu ce qui était l'histoire de l'UMM, une double nationalité avec le Royaume du Maroc, ou une nationalité marocaine en vivant en France. C'est un fait. Hein. Et il y a au ministère le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Ce ministère des Habous s'occupe évidemment des affaires islamiques, évidemment de la formation des imams, en particulier avec l'Institut Mohamed VI, dont je salue les premiers étudiants qui sont issus directement, et j'en suis d'autant plus heureux de vous voir en vrai, que vous êtes quelque part l'incarnation de ce que nous avons voulu faire il y a maintenant une dizaine d'années, quand il y a eu un accord signé entre le gouvernement français et le Royaume du Maroc au sujet de la formation. Mais là où je veux en venir, c'est que le Maroc, d'ailleurs, étant au cas d'espèce un pays assez plus libéral sur le sujet des autres cultes que l'islam par rapport à d'autres pays musulmans. Et qu'on se comprenne bien, le monopole de la rigueur juridique ou du côté religion d'État ne s'applique pas que dans des pays musulmans. Il y a des pays majoritairement chrétiens où la religion catholique ou le christianisme protestant sont des religions d'État. Où l'orthodoxie est religion d'État. Donc, sur la planète, les pays où il y a des religions d'État sont majoritaires. C'est ça ce que je veux vous dire. Et le pari que la France se propose de faire depuis 1905 est un pari difficile, puisque je disais au début que la concorde est plus difficile à faire que la discorde, que le respect de l'altérité d'autrui est toujours un combat, y compris contre soi-même, et contre la facilité humaine que nous avons à aller les uns vers les autres, mais qui nous, les autres, entendus au sens des autres qui nous ressemblent. Regardons-nous dans une glace un jour. Avec qui suis-je ami? Je suis ami avec mes amis de Meknes. Vous m'avez présenté un de vos amis tout à l'heure, un ami d'enfance. Donc je peux être ami parce que j'ai grandi dans la même ville. Moi, j'ai une forme d'émotion quand je retrouve des jeunes gens qui ont grandi dans les mêmes quartiers qui ressemblent à ceux-ci. Ici, on est à la Rocade Sud. Moi, j'ai grandi à la Rocade Nord de Clermont-Ferrand. Vous voyez, mais c'est les mêmes quartiers. Et donc, quand je reviens dans ces quartiers, j'ai une forme d'émotion de retrouver mes amis. Donc, ce sont les mêmes. Et en même temps, on a évolué les uns les autres. Et donc, mes nouveaux amis correspondent parfois aussi à ce que l'on est. Donc, en disant liberté, forcément, ça crée des tensions potentielles. Mais ça, du coup, la condition de la liberté, c'est la neutralité de l'État. Et qu'on se comprenne bien, la neutralité de l'État est la neutralité de l'État et des services publics qui doivent en permanence, qui doivent avoir interdiction d'afficher son appartenance religieuse personnelle. Je n'ai pas, en tant que préfet, en tant que fonctionnaire, à manifester mon appartenance religieuse. Un fonctionnaire d'État ne peut pas avoir un pendentif à connotation religieuse ostentatoire, un signe qui serait rattachable à quelque chose. Ça, c'est la neutralité. Et dans le même temps, cette neutralité, elle ne s'applique pas à toute la société, notamment pas aux usagers des services publics. Alors, il y a eu
il y a eu quelques... Et on voit bien que depuis quelques années, et c'est là où le contexte et l'évolution globale du monde peut faire évoluer le texte, c'est qu'il y a eu, par exemple, la loi de 2004 sur le port du voile dans le temps scolaire. Ce qui n'existait pas. Et souvenez-vous, ça a fait un grand débat. Ça a fait un très grand débat. Alors, finalement, cette loi a été votée sur le fondement du fait que les enfants sont justement des enfants et sont des jeunes en construction et qu'on peut leur appliquer, pour favoriser le vivre ensemble, une forme de neutralité à eux-mêmes. Mais pour autant, ensuite, il peut y avoir la nécessité qu'en dehors du temps scolaire, on retrouve la liberté, évidemment. Et même dans le temps scolaire, il est possible d'avoir, et c'est le cas dans plusieurs institutions, c'est prévu par le texte de 1905, ce qu'on appelle les aumôneries. Soit quand on est privé de liberté d'aller et de venir, on est en prison, ou à l'hôpital. Alors généralement, si on est en prison, c'est qu'on a fait quelque chose de pas bien. Si on est à l'hôpital, on peut être malade sans avoir fait quelque chose de pas bien. Mais c'est le même principe. Je ne peux pas aller exercer librement mon culte, ou troisième endroit, l'armée, ou alors, dans les établissements scolaires, les aumôneries étaient historiquement créées soit pour les internats, ça c'est pas toujours pareil, je ne peux pas bouger comme je veux, soit aussi c'était la vérité intellectuelle obligeait à dire qu'il y avait une forme de reliquat en 1905 des congrégations religieuses qu'on avait un peu fait quitter de l'enseignement, on leur a laissé la possibilité de faire des aumôneries. Mais en dehors des aumôneries, neutralité pour l'État et liberté pour les âgés, sauf quelques cas. Après, tout ça c'est le texte. Et après, parce que si je veux qu'on puisse avoir un temps d'échange, je vais synthétiser mon propos. Après, on sait bien que dans la vie, il n'y a pas que le droit qui compte. Il y a la sociologie, il y a l'insertion dans la société. Parce que d'accord. Je demandais à Khalid s'il y avait des journalistes. Voilà. Alors, parce que un préfet, il dit pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, mais après, il y a aussi des enregistreurs. Non, mais vous inquiétez pas, simplement, faites bon usage de vos enregistrements. Parce que je vous rappelle qu'un préfet, c'est un contrat à durée déterminée d'une semaine, renouvelable, tous les mercredis. Donc, je compte sur vous. Ce que je veux dire, c'est que, je vais prendre un exemple dans le Vaucluse, à Bolène. Quand je suis arrivé, M. Belkacem est le président de l'association locale. Je crois qu'il y a également l'imam de Bolène qui est là. Il y a une volonté de faire une nouvelle mosquée à Bolène. Parce que la mosquée actuelle, bon, voilà, il y a des mais il y a de la diversité dans la vie, c'est bien. Et une mosquée, UMF, etc. Il y a un lieu excentré du centre-ville, donc il n'y a pas le problème de riverains, voilà. Et les travaux sont possibles, seront aux normes, etc. Et on a un sujet de parking. Vous qui êtes des gestionnaires, vous savez bien l'affaire de parking. Le Conseil d'État est venu dire 15 ans, une concession de 15 ans pour un parking, ça c'est bien. 9 ans, ah non, 9 ans c'est pas assez. Bon, donc on ne sait pas entre 15 et 9 où est la... Alors après vous pouvez tester, faire du juridique, tout ça. Non, faut pas faire ça.
parce que ça fait dépenser. Alors, oui, ça permet à des avocats de gagner leur vie. Mais les sous, quand vous mobilisez dans vos associations, sont mieux pour les fidèles, pour les personnes qui sont en fragilité, pour les familles, pour les enfants, plutôt que simplement pour faire du droit et des avocats. Ça, c'est un point de vue très personnel. Après, voilà. Donc, du coup, comme la mairie jouait avec d'autres intentions, peut-être, jouer avec ça, ben, moi, j'ai dit à l'association, on va débloquer l'affaire du parking. Mais comme c'est pas moi qui aurai la décision à la fin, au moins qu'on enlève les prétextes aux gens qui peuvent avoir des blocages, comme ça on va les débloquer. Et puis on va montrer que vous jouez le jeu, comme on dit. Que c'est pas parce que c'est les musulmans qu'il faut passer au-dessus des lois. Mais c'est pas parce que c'est les musulmans qu'il faut passer en dessous des lois. Il faut le texte, tout le texte, et rien que le texte. Et après, on discute, on s'adapte, etc. Sur si dans le plan local d'urbanisme, il est dit que les constructions ne sont pas plus hautes de X mètres, bon, ben on adapte la construction pour pas qu'elle soit pas plus haute de X mètres. Si on sent que ça m'est arrivé à Brive-la-Gaillarde. Ça m'est arrivé à Brive. Voilà. Et j'ai baissé la... Voilà. Et moi, je pense à l'affaire à Brive dans la descente de Favard. Non, c'est Favard. Favard, oui. Voilà. Là où il y a les Turcs, à côté de là où il y a les ballons, là. Oui. Pardon, hein, on est entre nous. Ils voulaient mettre leur mosquée, c'était des gens de la CCMTF, des types, près de la route, pour avoir le parking à l'arrière. Sauf que ça crée une tension avec un monsieur à côté qui faisait des attractions pour les enfants, avec des ballons et tout ça. Alors, on va se parler franchement. Bien sûr qu'il y a d'autres formes de considération liées à la couleur de la peau, à la perception de l'origine, au fait que la France entretient avec les pays d'origine un rapport compliqué lié à son passé de puissance coloniale. À un moment donné, il faut dire les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que nous sommes en l'an 2019, dans ce calendrier. Dans le calendrier musulman, nous sommes en 1400, combien? 440. Voilà. Bon, après, en calendrier juif, on est en 5000 et quelques, voilà. Bon, on est tous des êtres humains, et à un moment donné, il faut dire les mots. Et le passé est le passé. Le passé, on ne peut pas le changer. Ce qu'on peut changer, c'est le devenir. En ayant conscience de son passé, mais sans forcément le ressasser tout le temps. Donc c'est pour ça que les actes et les sous-jacents racistes, là aussi je dis des mots, ils existent et ils existeront toujours. Plus exactement, ils existeront toujours dans l'humanité, dans tous les sens, parce que, comme je le disais, il y a dans la part de chaque être humain une part négative, mais qui nous appartient à tous de se battre contre. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que en étant positif, on fait changer les choses. Je constate simplement que on est passé en quelques années d'un nombre très important de mosquées. J'ai plus le chiffre en tête au niveau national, mais on est à quoi? 2500. Voilà, c'est ça. On est de 2500 à 3000. On sait qu'il y a encore des besoins, évidemment, mais on partait de presque rien. Et donc, il y a des changements qui sont aussi liés à votre travail, à la qualité de votre engagement associatif, et au fait de dire, par ailleurs, soyons intraitables sur un certain nombre d'autres comportements. C'est quoi ces autres comportements? C'est les comportements de radicalisation. Et on voit bien, que les choses soient claires, que la radicalisation n'est pas exclusivement d'origine musulmane. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande le démontre. Un certain nombre de comportements dans les mouvements sociaux en cours le démontrent aussi. Parce que quand on a une telle rage en soi
que l'on est capable d'incendier un rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation parce qu'il y a une banque, sans s'interroger s'il y a une mère de famille avec son bébé 2 étages au-dessus, c'est une autre forme de radicalisation. Je ne mélange pas tout, hein, mais c'est une autre forme de radicalisation. Mais il y a de la radicalisation de personnes qui s'inspirent de vos textes religieux, de vos textes primordiaux, pour les détourner, pour en faire autre chose, pour en faire un oriflamme politique. Et les principales victimes de ces comportements, ce sont les musulmans eux-mêmes. Les principales victimes numériques des attentats terroristes, d'inspiration musulmane, ou de détournement de l'islam, ce sont les musulmans eux-mêmes dans le monde. Et quand il se passe aux terrasses des cafés le 13 novembre, ou dans les rues, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas aux terrasses, tout le monde dit les terrasses des cafés. Et il y avait des restaurants avec des gens de confession musulmane qui ne mangeaient pas de porc, ne buvaient pas d'alcool, mais qui mangeaient avec des amis de toute confession, et qui ont été tués aussi. Quand il y a des militaires français de confession musulmane qui sont tués parce qu'ils sont militaires français, il y a un problème. Et évidemment, vous avez un rôle essentiel là-dedans, pour rappeler en permanence que ça n'est pas ça l'islam, et ça permet de faire changer les mentalités. Et c'est comme cela que l'on arrivera à travailler ensemble, tous ensemble, pour construire un bien commun. Je m'approche de la conclusion pour vous dire que nous avons, et que par ailleurs, il y a toujours, pour les raisons notamment cette dernière raison, toujours des interrogations journalistico, sociologico, je sais pas quoi, qui du coup arrivent dans le champ politique sur et si on modifiait la loi de 1905, etc. Bon, moi je ne sais pas ce que le gouvernement décidera à la fin. Ce que je sais, c'est que la loi de 1905, elle existe et que vous pouvez vous en servir. Que notamment les associations qui relèvent de la loi de 1905 peuvent permettre d'avoir à égalité de droits des autres religions des avantages prévus par les textes qui permettent, en clarifiant, par exemple, entre une association relevant de la loi de 1901 et une association relevant de la loi de 1905, un certain nombre de choses. Et que du coup, plus les musulmans eux-mêmes feront ça naturellement, moins ça donnera des envies de modifier la loi. Parce que toucher à la question religieuse dans la loi, il faut toujours y aller doucement et avec prudence, parce que parfois il y a des choses qui n'ont rien à voir, qui viennent se greffer. Le contexte géopolitique, j'en ai parlé, le contexte où les sous-jacents à dimension sociale et au contexte global. Je veux d'ailleurs, en dire un mot. L'autre jour, je suis allé manger à la préfecture et tout près de l'université d'Avignon, site du centre-ville. Donc, je vais manger au restaurant universitaire. Il y a manifestement, et c'est très bien, beaucoup de jeunes, parce que c'est une université populaire, celle d'Avignon, au sens où c'est une université de proximité et qui permet, quand on regarde la composition sociologique de la ville, d'offrir à des jeunes des quartiers, en particulier, des perspectives d'enseignement supérieur. Nous devons encourager ces jeunes à bien travailler à l'école. Parce que quand le préfet de Vaucluse, dans quelques années, ne s'appellera pas d'un prénom qui est dit Bertrand, on progresse, hein, parce que le Bertrand en question a grandi dans les mêmes quartiers que ceux dans lesquels on se trouve. Et le jour où il y aura un préfet
et une préfète qui familialement viendra de la culture arabo-musulmane, historiquement sur le plan familial, mais qui sera parfaitement intégrée à la société française. Et que les choses vont changer. Et ça commence à changer. Et c'est pas facile.